un nouveau gouvernement avec des objectifs bien fixés et également avec notamment une vision dans le futur pour prendre en charge les préoccupations donc, des Sénégalais. Récemment, nous avons assisté donc, à un remaniement ministériel qui voit donc l'entrée de plusieurs têtes que vous avez certainement connues, mais aujourd'hui, on va prendre donc le temps pour discuter avec quelqu'un qui a eu à faire ses preuves dans le champ politique, mais également à donc, gérer plusieurs stations. Aujourd'hui, donc, c'est Pape Sagna Mbaye que nous avons donc le plaisir d'accueillir, avec qui nous avons donc le plaisir donc d'échanger sur un certain nombre de questions liées à son ministère. Il est actuellement le remplaçant de l'ancien ministre donc, des Pêches et de l'économie maritime, M. Alioune Ndoye. Pape Sagna Mbaye, le nouveau ministre donc, de ce secteur, de ce département. C'est Dakaractu, toute l'équipe et toute la rédaction qui vous remercie donc, par rapport à cette opportunité pour discuter de ces questions essentielles autour donc, du secteur des pêches. Qui vous salue et vous donc, donne l'occasion de saluer donc, les chers internautes de Dakaractu. Je vous remercie. Je vous remercie aussi toute l'équipe qui vous accompagne, et aussi mes proches collaborateurs qui m'entourent. Et je salue aussi l'ensemble des internautes qui sont très fidèles à Dakaractu, qui est très suivi d'ailleurs. D'accord, merci beaucoup. On va juste parler essentiellement donc, de ce secteur qui est un secteur vraiment très important qui regroupe un certain nombre donc, certes de problématiques, mais aussi il y a beaucoup d'enjeux par rapport donc, à ce secteur. Aujourd'hui, quand on parle de pêche, on pense à peut-être un certain nombre d'acteurs qui sont regroupés donc, autour donc, de la problématique liée donc, à la pêche aujourd'hui. Les défis et les enjeux sont énormes, certes, mais aujourd'hui, vous semblez beaucoup plus informé par rapport donc, à quiconque, par rapport à ce secteur et les objectifs qui vous ont été assignés en vous, par le président de la République en vous nommant ministre en remplacement donc, de Alioune Ndoye. Aujourd'hui, si vous faites donc, bon, je ne vais pas vous demander de faire le bilan parce que vous n'étiez pas là, mais aujourd'hui, le cap que vous vous êtes fixé. Je vous remercie. Et à l'entame de mon propos, permettez-moi de remercier M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, M. le Premier ministre Amadou Ba, sur proposition de qui j'ai été nommé ministre de la Pêche. Mais permettez-moi aussi de remercier le président Moustapha Niasse, qui est secrétaire général de l'AFP et qui m'a proposé à ce poste au titre de l'AFP dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Cela dit, pour vous donner une vision globale par rapport à ce ministère, il faudrait l'attaquer dans une approche à double détente. La détente pêche et la détente économie maritime. Au niveau du secteur de la pêche, c'est un secteur qui apporte beaucoup de devises et qui contribue énormément au PIB du Sénégal et aussi au niveau social. C'est un secteur qui occupe, avec des chiffres pour lesquels je mettrai entre guillemets, plus d'1 million de personnes. Il faudrait compter aussi qu'il faudrait mettre un coefficient multiplicateur à ce million, parce que c'est un secteur refuge qui au début était dédié aux lébous, qui étaient les pêcheurs. Mais aujourd'hui, l'ami des lébous et les fréquentations des lébous et les connaissances des lébous se sont convertis dans ce métier de pêcheur. Donc, l'élasticité est là. Et un secteur pareil, régulateur au niveau social,
et au niveau économique ne peut pas être en reste par rapport aux préoccupations du gouvernement. Et la deuxième détente, l'économie maritime, au sens large du terme, mais que nous pouvons plus ou moins schématiser dans les activités des armateurs, l'activité du port en tant que tel et des services connexes, l'activité des transitaires, l'activité des transporteurs et même toute la galaxie qui gravite autour de ce secteur, tant au niveau des ports de Dakar et quelques ports secondaires. Et c'est un secteur quand même où il ne manque pas de défis à relever et je pense que durant l'entretien, nous pourrons développer certains points par rapport à vos questions. Et je pourrais dire que nous avons pleine conscience de la tâche ardue qui nous attend et nous nous sommes fait une religion de travailler avec ardeur, de travailler de toute notre force, notre volonté et notre cœur afin de triompher sans pitié de notre penchant à la paresse. D'accord. Aujourd'hui, vous avez, certes, vous êtes venu dans ce secteur dans un contexte très particulier lié à l'inflation, notamment ce qui se passe au niveau mondial. C'est vrai que c'est difficile partout dans le monde, mais aujourd'hui au Sénégal, c'est la croix et la bannière pour toutes les familles pratiquement, pour subvenir peut-être aux repas, vraiment aux repas familiaux, c'est-à-dire avoir même de quoi se mettre, donc mettre sous la dent est tout un problème. Aujourd'hui, les conditions sont difficiles. Les Sénégalais sont fatigués. Il y a vraiment partout, il y a des gens peut-être qui râlent ou même qui expriment de manière vraiment désespérée leur amertume. Vous êtes venu dans ce contexte précis. Est-ce que vous n'avez pas en quelque sorte peut-être une option que vous vous êtes fixée pour essayer donc d'influer sur cette problématique-là, c'est-à-dire la problématique de la vie chère et aussi voilà, un certain nombre de problèmes qui préoccupent les Sénégalais de cette. Vous savez, un gouvernement a un chef. Le chef du gouvernement, c'est M. le Premier ministre, qui applique la politique définie par M. le Président de la République. Et à vous entendre, je conviens avec vous que l'heure est grave. Et le président de la République qui a été élu et qui a des responsabilités supérieures aux nôtres et au Sénégalais lambda a eu conscience que dans la mesure où ce temps est grave, nécessité s'impose d'objectiver le facteur temps. Alors, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que le président de la République est conscient de la prise en charge de la difficulté quotidienne que rencontrent les populations du monde entier, surtout les populations sénégalaises. Et dans son adresse à la nation, à la veille de la formation de ce gouvernement, il a mis l'accent sur le combat qu'il faut mener contre la vie, contre la cherté de la vie. Et une fois le gouvernement formé, vous avez vu qu'il a reçu l'ensemble des acteurs impliqués pour trouver une solution durable à la cherté de la vie. Vendredi dernier, M. le Premier ministre a pris le relais avec le ministre du Commerce et autres ministères pour pouvoir affiner les idées de M. le Président de la République et essayer de voir comment les appliquer de manière rapide, parce qu'on s'est fixé un deadline, je pense que courant du mois d'octobre, et au plus tard à la fin de ce mois d'octobre. Et rassurez-vous que chaque département ministériel a la pleine mesure des attentes de M. le Président de la République par rapport à sa contribution effective à lutter contre la cherté de la vie. Et le gouvernement n'ayant pas de frontières, qui demande une certaine collégialité,
une certaine solidarité, nous tous la main dans la main, nous allons œuvrer derrière M. le Premier ministre à mettre en place les politiques publiques idoines afin de venir à bout de cette cherté de la vie. D'accord. Selon vous, et cette cherté de la vie, qui obéit aujourd'hui à des causes endogènes et exogènes. Mais aujourd'hui, les causes exogènes sont beaucoup plus vivaces que les causes endogènes. Parce que personne ne peut vous prédire à quand la fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Personne ne peut vous prédire à quand cette hausse vertigineuse de l'ensemble des coûts de production et qui se traduit donc avec un produit fini beaucoup plus cher. Aucun secteur de la vie n'est épargné. Et dans ce contexte, si vous gérez un ministère de la pêche qui participe à l'alimentation quotidienne des populations, vous avez donc des défis beaucoup plus denses et vous avez des attentes beaucoup plus grandes de la part des populations. Et c'est la raison pour laquelle il faudrait prendre le taureau par les cornes, prendre les mesures qu'il faut pour essayer de jouer ma participation à cette œuvre que le président de la République est en train de construire pour mener à bien sa mission qui est de prendre en charge les difficultés des populations. Au niveau de votre département, quels sont les vecteurs que vous comptez emprunter pour aboutir peut-être à contribuer de manière significative à l'allègement donc des souffrances de ces populations en quelque sorte? Mais aujourd'hui, la contribution de la pêche, c'est d'amener le produit à quai et d'amener ce produit vers les populations. Déjà, la rareté de la ressource pose problème. Il faudrait, par rapport à la lettre de politique sectorielle que nous avons reçue et qui a été exécutée par mon prédécesseur, qui a été exécutée par mon prédécesseur pendant 9 mois, je tâcherai de terminer les directives et les injonctions qui ont été données par l'autorité et aussi discuter avec l'ensemble des acteurs, faire la collecte des informations, voir comment nous pouvons améliorer l'existant, voir aussi quelles sont les actions correctives qu'il faudrait prendre pour pouvoir sauvegarder la ressource, que ça fait rare, et deuxièmement, permettre à l'ensemble des acteurs de discuter, de se comprendre. Parce que moi, mon credo, c'est que ce secteur puisse être le secteur des mareyeurs, des armateurs, de toutes les personnes qui évoluent dans le milieu de la pêche. Et je pense qu'il faudrait donc que ce milieu soit pacifié d'abord, que les gens puissent discuter entre eux, qu'on puisse trouver des solutions consensuelles dans tous les domaines afin de pouvoir avoir une ligne de conduite qui nous permettra d'avoir les résultats escomptés. Mais est-ce que vous aurez suffisamment de temps? Vous n'avez que 15 mois en quelque sorte à peu près pour affiner peut-être vos stratégies dans ce sens? C'est la raison pour laquelle de la discussion avec les acteurs sortiront des priorités. Nous allons les classer en super priorité et prendre de manière objective les priorités des priorités qui concernent le secteur pour sa stabilisation d'abord. Parce que ce serait chimérique de vous dire que je ferai ceci, je ferai cela, je ferai... Ce sont des vieux peu, des vœux pieux. Mais essayez de faire le maximum dans le temps qui nous est imparti et avoir toujours en bandoulière que le temps n'est plus temps quand le temps est perdu. Et qu'il y a 3 manières de perdre son temps, il faut l'éviter, ne rien faire, ne pas faire ce que l'on doit faire et le mal faire. D'accord. Aujourd'hui, la problématique aussi de la sauvegarde des ressources aussi
une problématique qui préoccupe le monde de la pêche. Aujourd'hui, les bateaux qui viennent généralement de l'extérieur pour venir en quelque sorte, bon, je vous rapporte les dires des Sénégalais qui pillent les ressources maritimes du Sénégal pour aller revendre cela ailleurs, ou même parfois revendre cela aux Sénégalais à des prix vraiment pas du tout appréciables. Mais aujourd'hui, quelle est la politique que vous auriez peut-être au niveau de votre ministère à mettre en place pour jouer sur cette problématique qui ne date pas d'aujourd'hui quand même? Vous savez, j'ai fait 32 ans dans le secteur du maritime. Et si ce que vous dites était conforme à la réalité, ça voudrait dire qu'on n'avait pas d'État. La surveillance côtière qu'il y a dans ce pays, les mesures qui ont été prises de sauvegarde, de surveillance, rassurez-vous qu'il peut y avoir des pirates, il peut y avoir quelques déperditions, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est la thèse de Greenpeace qui est développée en pensant qu'il n'y a même plus d'écailles. Je ne parle pas de poissons, mais d'écailles même dans les eaux sénégalaises. Ce qui n'est pas vrai. Du tout. Si vous voyez le nombre de tonnages traités dans les usines de transformation, le nombre de tonnages exportés par les compagnies maritimes et le nombre de tonnages consommés journalièrement, vous savez que donc il y a une ressource qui reste dans cette mer. Certes, lorsque le Sénégal avait 5 millions d'habitants, chacun avait la possibilité d'avoir son tchof dans son bol de riz. Aujourd'hui, nous sommes 18 millions. Il y a l'élasticité de la demande. Et il y a eu plus ou moins un acharnement par rapport à la pêche. Et ce que j'ai toujours déploré, étant à Maescline, c'est le non-respect du groupe biologique. Allez-y en Mauritanie. Pendant la période de groupe biologique, quelqu'un qui enfreint la loi, c'est passible d'une peine de prison. Et ce n'est pas négociable. C'est comme quelqu'un qui est pris avec la drogue à Singapour. Il est pendu. Vous avez vu le Néerlandais qui a été victime. Même le pape Jean-Paul II a intervenu personnellement. Le lendemain, il a été pendu. En Mauritanie, si vous enfreignez la loi, vous allez en prison sans management. Aujourd'hui, donc il faudrait que la loi soit intransigeante non, pour ces gens, attendez, pour ces personnes. C'est un problème de survie de la flore et de la faune aquatique. Et ensuite, il faudrait, ça c'est pas quelque chose qu'on pourrait trouver immédiatement, mais il faut toujours commencer par quelque chose. J'ai trouvé une politique par rapport à l'aquaculture et la pisciculture développée, mais nous devons nous poser la question de savoir, 18 millions de personnes, nous avons des problèmes de poissons. La Chine, l'Inde, le Japon, la Malaisie, le Vietnam, plus de 300 millions d'habitants, chacun a son poisson. Comment ils ont fait? Aujourd'hui, je pense que le benchmarking va devoir nous aider à aller utiliser l'expérience des autres, partager avec ces autres leur expérience pour voir comment développer l'aquaculture et la pisciculture. Parce que l'explosion démographique qu'il y a, la mer ne peut plus suffire. Il faudrait qu'on puisse prendre ça en tête. Nous avons plus de 24 000 pirogues qui sont immatriculées, dont aujourd'hui les 12 000 ne vont pas en mer. Il n'y a que 13 000 qui vont en mer. Mais ces personnes-là qui ont abandonné la pêche, mais il faudrait les accompagner dans le cadre de la reconversion. Les 13 000 qui restent, il faudrait voir comment faire pour que ces 13 000 demeurent, parce que l'activité de pêche, elle est extrêmement importante dans l'économie du pays et même dans la fourniture de devises dont nous avons besoin quand même pour acheter encore d'autres produits. Comment pensez-vous, par exemple, dissuader ces personnes qui voulaient peut-être, qui veulent quitter le secteur de la pêche pour peut-être des raisons qui leur sont personnelles, certes, mais
tout le monde sait qu'il n'y a peut-être pas trop de moyens pour les accompagner quand même dans le secteur, surtout la pêche, au niveau de la pêche artisanale. Mais vous savez, ces personnes qui quittent la pêche ont quelque chose d'extrêmement important, des choses extrêmement importantes du moins, c'est d'abord l'expérience du métier. Ces personnes qui ont eu l'expérience du métier, c'est avec ces personnes-là qu'il faut discuter, voir les solutions qu'ils préconisent, eux, par rapport à leur devenir dans le secteur. Et avec ça, vous allez matcher avec la politique gouvernementale, les objectifs que le gouvernement s'est assigné par rapport à ce secteur-là, et sur la base d'un dialogue, d'une discussion, parce que c'est de la discussion que j'ai eu la lumière. Je ne suis pas venu avec des solutions faites, clés en main, non. Mais je suis venu avec des idées. On va les confronter avec la réalité du terrain pour essayer de voir, à partir d'un dosage plus ou moins habile, comment arriver à un résultat positif. Je viens de prendre service il y a 10 mois, il y a 10 jours, et nous sommes en plein dans les dossiers. Et je peux venir avec mes idées, je peux venir avec les instructions de M. le Président de la République et du Premier ministre. Mais je dois discuter avec les techniciens du département comment rendre ces mesures applicables et porteuses de fruits escomptés. D'accord. Vous l'avez dit, vous êtes venu il y a à peine 10 jours. Vous êtes venu en même temps que les autres soldats dans le gouvernement de combat, comme vous le dites. Oui. Mais aujourd'hui, il y a peut-être un problème que vous avez eu, peut-être bon, vous vous êtes impliqué, je peux dire, dans ce dossier lié peut-être à ce problème avec les gens du marché poisson. Bon, vous avez trouvé là-bas une situation avec le cumul des factures qui fait pratiquement 168 millions. Vous avez même à côté eu à être imprégné donc, de la facture d'électricité qui fait 52 millions, je pense. Mais aujourd'hui, vous vous êtes engagé au niveau du ministère à donner peut-être 10 millions pour ce qui concerne l'eau, 12 500 000, et le reste sera donné par le marché poisson, c'est ça. Voilà. Mais aujourd'hui, vu cette situation, est-ce que ces gens peuvent s'attendre dans les prochaines heures à cette résolution de cette problématique? Vous savez, j'ai eu l'avantage, l'honneur et le privilège, par la grâce de Dieu, d'avoir été maire de Pikine de 2009 à 2014. Ayant fait l'audit par poste de ce marché aux poissons, j'ai pris la décision de rencontrer M. le Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye pour lui rendre le dossier du marché aux poissons via le ministre Khoureychi Thiam, qui était ministre de l'économie maritime à l'époque. Parce que dans ma formation anglo-saxonne, on m'a appris « You must stop the bleeding ». Vous devez arrêter l'hémorragie. Ce marché avait un budget à l'époque de 400 et quelques millions. Fournissait en termes de recettes 132 000 francs de manière récurrente et constante. Je n'ai jamais vu 132 000 francs par jour de 2000 à 2009. C'est constant. Ça ne varie pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un acteur du marché qui soit absent ou bien un acteur du marché supplémentaire. Quand je n'ai rien compris dans cette gestion, j'ai rendu le marché au ministre de l'économie maritime d'alors et ce marché a été transféré sous la coupole de la primature à l'époque. Ce problème d'eau et d'électricité, quand je suis arrivé en 2009... On précise d'ailleurs que ce problème de l'eau date de 2019, c'est-à-dire le cumul. Je suis en train de vous dire l'historicité de la chose. Oui. Quand je suis arrivé en 2009, il y avait 529 millions cumulés eau et électricité. Au niveau du marché poisson. Au niveau du marché aux poissons. L'État a eu à tout absorber à l'époque. Et si vous voyez de 2019 à nos jours qu'il y a cette accumulation, leur surprise a été le fait d'avoir été coupé parce que
l'État devait tout prendre encore en charge, selon leur propos. Parce que depuis que j'ai quitté la mairie en 2014, je ne sais pas les nouvelles dispositions qui ont été prises entre le marché et l'État. Mais selon eux, ils ont été surpris parce que l'État devait continuer à prendre en charge ces factures d'eau et d'électricité. Alors que cela a cessé depuis. Je ne peux pas dire que ça a cessé ou pas. Parce que quand j'ai quitté depuis 2014, je ne me suis plus intéressé à la chose. Quand je suis arrivé 3 jours après ma prise de service, je suis tombé sur ce problème que je connaissais déjà. Donc, je profite de cette occasion pour remercier les ministres Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'eau et de l'assainissement, et le ministre PCA de Sen'Eau, Pape Gorgui Ndong. Quand j'ai partagé avec eux, tout de suite, ils ont pris la défense du marché aux poissons et nous sommes montés à 3 au créneau vers la directrice de Sen'Eau pour discuter avec elle. Elle nous a dit, je comprends ce qui se passe, mais moi aussi j'ai besoin de trésorerie. Et en discutant, elle nous a dit, si vous nous donnez 22 millions 500 000, nous allons rétablir l'eau et nous allons ouvrir des discussions pour voir qui va payer cette facture. Parce qu'il faut que quelqu'un paye. Alors, ça sera une discussion globale au niveau de l'État pour ces factures d'eau et ces factures d'électricité. Mais après, il faut penser en mode de gestion. Ou, si ce n'est pas pris à 100%, parce que ça va être extrêmement difficile par rapport aux recettes du marché, mais comment faire pour régler cette situation? Parce que le but de l'État en a conscience. Parce que l'État n'a pas pour objectif de faire des bénéfices. L'État a pour objectif de l'accroissement des biens collectifs. Et ce marché-là, c'est un marché central aux poissons de Pikine, mais qui a une dimension nationale et une dimension internationale. D'accord. Avant que vous veniez, j'ai reçu un coup de fil de mes agents qui sont au niveau de Kafountine pour nous dire qu'il y a du poisson qui vient d'un pays frontalier et qui est en train de passer la frontière pour venir au marché aux poissons. Donc ce marché, il est même, je dirais, sous-régional. Donc quand est-ce que ces agents comment dirais-je, le marché de poissons pourront s'attendre peut-être à un retour effectif donc de l'eau? De l'eau. Je pense que dans l'heure qui suit, parce que le DAGE du ministère, en compagnie du directeur du marché aux poissons, sont allés verser 22 500 000 aujourd'hui. Et avant qu'on commence l'émission, j'ai pris les informations au niveau de mon secrétaire général qui m'a dit que les agents de Sen'Eau sont en train de faire cap vers le marché aux poissons pour rétablir l'eau. Donc au moment où nous parlions, et je pense qu'à la fin de l'émission, pour vérifier, devant vous, je demanderai la situation, est-ce que l'eau a été rétablie ou pas. Ce qui a été convenu entre Sen'Eau et le marché aux poissons a été réglé ce matin, et le DAGE du ministère est à la tête de la délégation pour négocier avec Sen'Eau le rétablissement de l'eau. D'accord. Une toute dernière question avant de boucler cet entretien. Aujourd'hui, vous l'avez constaté, on en a parlé d'ailleurs au début de l'émission, tous les Sénégalais sont aujourd'hui, bon, je peux dire que essoufflés par cette situation de conjoncture donc, qui sévit dans le pays comme partout dans le monde aujourd'hui. En tant que ministre qui est en charge donc, de la pêche, un secteur stratégique, est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui peut-être à des stratégies à affiner avec vos collaborateurs pour jouer un peu sur ces difficultés-là qui hantent donc le sommeil des populations? C'est vrai que bon, vous êtes spécifiquement au niveau de la pêche, mais vous avez une lecture globale, étant donné que vous êtes un acteur, un observateur, et vous êtes sénégalais, comme tout autre Sénégalais aussi. Donc, vous devriez avoir certainement votre point de vue et ce que vous conseillez, ou même ce que vous compatissez avec donc, ces Sénégalais qui souffrent énormément ces jours. Mais vous savez, aujourd'hui, la solidarité qui existe dans ce pays fait que votre cousin, votre voisin, votre frère
s'il est en face de difficultés, surtout des difficultés dont vous faites état, vous êtes le premier à le ressentir parce que vous allez contribuer à l'aider, à l'assister. Et ça, c'est au niveau macro. C'est au niveau micro. Au niveau macro, il y a une politique qui se dégage de par les instructions de M. le Président de la République, qui a retroussé les manches pour prendre à bras le corps ce problème. Nous sommes une économie émergente, qui aspire à être émergente, donc une économie qui a des difficultés structurelles, mais voyez, au plan social, depuis le déclenchement de la Covid, il y a 1/5 du budget. En 2021, il y a 1/4 du budget qui a été mobilisé, 1000 milliards, rien que pour assister les populations par rapport à cette pandémie que personne n'attendait. Depuis, le président, même pendant son premier mandat, a eu à bloquer les prix de denrées de première nécessité jusqu'à ce qu'il y ait ce facteur exogène qui a déclenché les prix et la flambée, et c'était plus contrôlable. Et moi aussi, à ce niveau-là, j'appelle un civisme et une solidarité agissante de la part du milieu des commerçants. Parce que nous avons senti qu'il y a une spéculation, parfois. Il y a des pénuries artificielles qui sont créées pour rendre le produit rare et augmenter les prix. Moi, je pense que ça fait... On doit appeler les gens à avoir beaucoup plus de civisme, de solidarité, pour pouvoir assister ce peuple-là qui en a besoin, à l'instar de beaucoup de pays dans le monde. D'accord. Et M. le Président de la République et M. le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement prendront ce problème à bras le corps et feront autant que faire se peut pour l'amélioration des conditions de vie des populations. D'accord. Parce que les conditions de vie ne s'arrêtent pas seulement à un bol de riz. Non, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a l'environnement, il y a les transports, etc., etc. Tous ces secteurs doivent être surveillés comme du lait sur du feu parce que chaque secteur impacté peut influer négativement sur l'autre secteur. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite que l'ensemble de ces résolutions prises par le Président de la République soient appliquées à la lettre par nous, les acteurs du gouvernement, et aussi les secteurs, les catégories socio-professionnelles qui gravitent autour de l'économie sénégalaise, essaient d'influer aussi positivement, à partir d'une participation très responsable, à la qualité de vie des populations, mais aussi rendre accessibles ces produits. Parfait. Parce que ce qui est le plus difficile, c'est se battre pour avoir les moyens et ne pas trouver ce produit parce que ce produit n'est pas accessible. D'accord. Il faudrait se battre pour avoir les moyens, il faudrait se battre pour pouvoir subventionner ces produits, mais aussi créer un environnement économique pouvant aider les opérateurs économiques aussi à s'y émouvoir, à s'y épanouir du moins, pour pouvoir être en mesure de fournir le marché de produits tant en quantité, en qualité et en variété. D'accord. Nous sommes arrivés au terme de l'entretien. Le message que vous tenez à l'endroit de vos collaborateurs au niveau donc du département de la pêche, le message également que vous tenez à l'endroit donc de tous les Sénégalais, le message que vous tenez à vos collaborateurs, même politiques si vous voulez, de même que vos anciens collègues de l'Assemblée nationale. Si vous avez un message global à donner. Ben, le message va s'articuler sur plusieurs points. D'abord, pour les agents du ministère, ben, je les appelle à pacifier l'environnement de travail. Je leur tends la main. Je suis venu pour remplacer quelqu'un. Demain, je serai remplacé par quelqu'un d'autre. Mais durant mon passage, qu'on essaie d'avoir les relations les mieux policées.
qu'on ait ces relations de collègues, ces relations de bon voisinage, ces relations de cordialité, mais ces relations aussi teintées de loyauté, pas par rapport à moi, mais par rapport à l'institution, qui est le ministère, qui est le bien. À mes anciens collègues de l'Assemblée nationale, que je vais retrouver bientôt pour les sessions budgétaires, je leur souhaite d'avoir une assemblée très responsable, une assemblée où le devenir du pays est discuté, une assemblée nationale où les préoccupations des populations sont prises en charge, et une assemblée nationale responsable qui nous fera oublier la date mémorable en termes de mauvais souvenirs du 12 septembre. Lors de l'installation. Lors de l'installation, où certains se sont illustrés d'une manière indescriptible, et j'en passe. Aux gens du secteur de la pêche et de l'économie maritime, l'engagement que je pourrais prendre, c'est que ce secteur sera ce dont ils voudront que ça soit. Merci beaucoup. Merci. Merci en tout cas pour ces mots, ce message, bon, peut-être long, qui va à l'endroit donc de tous les acteurs, mais tout aussi important. Donc, nous vous remercions de votre disponibilité, de votre accueil également. Nous rappelons que nous sommes venus ici au niveau donc de votre ministère, au niveau de Diamniadio, donc un lieu que vous allez donc sur un lieu donc que vous allez avoir comment dirais-je, l'opportunité de travailler avec votre équipe au niveau donc de ce département stratégique qui est le ministère donc de la pêche et de l'économie maritime. Donc merci pour la disponibilité ainsi que vous, toute votre équipe qui nous a accueillis ici. Merci également à vous, nos chers internautes. C'était donc l'entretien avec Dakaractu qui avait donc comme invité aujourd'hui Pape Sagna Mbaye, le ministre de l'économie maritime et de la pêche. Donc aujourd'hui, on parlait essentiellement de ce secteur qu'il a donc en charge depuis 10 jours aujourd'hui. Donc merci encore une fois par rapport à votre disponibilité, vous chers internautes. Nous allons vous donner donc rendez-vous très très prochainement pour notre numéro de l'entretien avec un autre invité. Merci.